Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Et bonjour Patrick. Bonjour Jim, comment vas-tu? Je vais très bien et voilà notre épisode qui commence sur le récit francophone. Tu es de retour de la Nouvelle-Orléans. C'est que moi je voudrais savoir, dis-moi un peu, quelles étaient tes impressions, comment était l'expérience? Bon, ça fait plusieurs fois que j'étais là-bas et à mon avis, la Nouvelle-Orléans ne déçoit jamais. C'est une ville que si tu cherches une certaine chose là-bas, une certaine ambiance, histoire, toutes sortes de choses, c'est une ville qui produit, quoi. Et il faut pas chercher autrement. Et c'est très distingué. C'est une ville, une couture, tout ça distingué. Et donc, c'était un grand plaisir. Et, le soir, quand tu es à Nola, à la Nouvelle-Orléans, c'est magique. Il y a des musiciens qui vous jouent là, leur instrument, trompette ou quoi que ce soit, ou saxo. Il y a la nourriture. C'est festif, quoi. C'est comme s'il y a toujours une fête. Oui, c'est vrai. Et comme je dis que c'est distingué. Il y a pas un équivalent dans le quartier latin, quoi. C'est différent. C'est pas le Canada, c'est pas la France. Ça ressemble pas à une autre ville aux États-Unis. La musique, on trouve un peu partout. La musique qui sont les propres origines là-bas. Une nourriture qu'on trouve distinguée là-bas, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, une histoire qui est très vivante là. Donc, et il y a un certain désordre que j'apprécie aussi. Parlons de l'histoire vivante, cette histoire qui continue à s'ajuster, à s'adapter. Mais il y a aussi cette histoire de la langue française, de la culture française, de la culture créole qui est en train de se façonner, de s'ajuster. Et parmi les acteurs de ces efforts de faire continuer la langue française, la culture créole, il y a un acteur qu'on appelle Joseph Dunn et tu l'as rencontré. Oui, on a enregistré un double épisode avec Joseph il y a plusieurs années. Oui. Et c'était après ça qu'il a eu l'occasion de venir à Louisville. Malheureusement que tu étais malade, tu ne pouvais pas le voir, mais c'était juste avant l'arrivée du président Macron là-bas. Donc, il était à Louisville, il allait retourner pour juste quelques jours avant l'arrivée du président Macron. Et on a eu l'occasion de parler de ça. Et cette fois, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, j'apprécie beaucoup les relations qu'on a avec Joseph ces jours. Il nous a beaucoup aidé au départ parce que c'était la première personne qu'on a interviewée dehors de notre État ici, de notre petite région. Et comme tu dis, Patrick, c'est difficile à parler de la francophonie là-bas sans mentionner Joseph. Non, certainement. Et d'ailleurs, j'en profite. Je sais que nous allons écouter ta conversation avec Joseph Dunn. Et j'aimerais d'abord lui dire merci pour le contact, pour la camaraderie et surtout pour les efforts qu'il est en train avec les autres. Parce que bon, la Nouvelle-Orléans, comme nous on dit ici au récit francophone, Louisiane, c'est notre locomotive de la francophonie américaine. Il y a cette attitude que j'aime bien de Joseph Dunn qui te fait croire que ce n'est pas encore assez, ce n'est pas suffisant, que nous ne sommes pas encore là. Avant que nous n'écoutions votre conversation, qu'est-ce que tu penses de cette attitude? C'est intéressant parce que je suis un grand fanat de Louisville City Soccer. Oui. Et même quand Louisville a écrasé une équipe il y a 2 semaines, 5-0, le coach Danny Cruz, bon, c'était bien, mais on peut toujours travailler plus. Et c'est la même chose avec Joseph. Il sera jamais satisfait.
Et justement, c'est bien. Donc, c'est un lutteur. Il est passionné. Et aussi maintenant, à part des autres titres, que c'est pas la peine de mentionner tous ces titres, on peut aller faire une petite recherche. Mais dernièrement, il était nommé consul honoraire du Canada. On peut dire à tout le monde que nous connaissons le consul honoraire du Canada à Nouvelle-Orléans. C'est vrai. Et donc, on a eu une bonne conversation. Il est venu à l'hôtel où j'étais et on a eu l'occasion de rester dans la réception. Il y a un peu de son ambulant que il aimait ça, moi j'aimais ça. Et il y a une petite interruption qu'on a gardée là-dedans. Il n'y a pas eu de bière à ce moment-ci ou un peu de... C'était tôt. On était bien pompé par le café, le caféine à ce moment. Et donc, on va écouter Joseph. OK. En tout cas, écoutons Joseph Dan et Jim. Merci, Patrick. Merci. Bon, Joseph, on se voit une autre fois, n'est-ce pas? Une autre fois, cette fois-ci chez moi et pas chez toi. Donc, c'était génial de te voir à Louisville. Je ne me rappelle même plus quand c'était parce que j'ai complètement perdu le fil du temps. Mais bienvenue à Louisville. Oui, c'était juste avant l'arrivée du président Macron. Tu étais à Louisville pour la conférence à Omni Hotel sur la région touristique ou quelque Exactement. chose comme ça. Oui, tu as raison. Et on avait fait notre enregistrement pas trop longtemps avant ça. Et c'était le grand hasard que tu venais à Louisville. On a eu l'occasion de sortir ensemble. J'ai fait le guide touristique avec toi. Je crois que tu as bien apprécié Louisville, surtout la vieille ville et les anciennes maisons et choses comme ça. Et donc, je me trouve ici maintenant à la Nouvelle-Orléans et on a l'occasion de se voir pour une deuxième fois. Et donc, Joseph, il y a beaucoup de choses qui sont changées dans une petite période de temps, dans l'espace de 2 ans, quelque chose comme ça. Et bien sûr, l'arrivée du président Macron, on commence avec ça. C'est comme comment ça s'est passé comme ça. Ça fait un moment maintenant, il y a tant d'autres choses qui s'est passé, mais parle un petit peu de ce moment et l'esprit, l'ambiance de son arrivée et choses. C'était en décembre, au début décembre 2022, le président de la République Emmanuel Macron est venu à la Nouvelle-Orléans. Et j'ai participé à cet événement. J'ai vu son arrivée. J'étais dans le cabine d'eau avec d'autres gens et je l'ai vu arriver dans sa voiture. J'ai vu les foules qui étaient très intéressés. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ça en fait, parce que d'avoir les rues complètement bondées de gens qui attendaient son arrivée. Ce qui était un peu marrant, c'était de voir ces gardes du corps qui s'affoulaient, de le voir sortir comme ça dans la foule avec des gens à serrer les mains et à marcher dans les rues. Ils étaient un peu pris au dépourvu, je crois, par cet événement et de l'intérêt que le public néo-orléanais portait à l'arrivée, à la visite du président de la République. Oui, c'était impressionnant de voir ça d'une distance. Et je sais que tu faisais partie des activités là-bas, parce que même quand on était à Louisville, ton téléphone sonnait pas mal de fois. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, que tu parlais français avec des gens quand ils t'appelaient, quand tu étais avec moi à Louisville, et ça montre comme tu utilises le français ici, au moins pas mal de fois. Et donc, les retombées et les effets après, est-ce que tu crois que ça a fait bouger les gens? C'est-à-dire les gens qui ils étaient un peu surpris, comme le bureau de la mairie, les gens qui font partie de... non seulement à la Nouvelle-Orléans, mais dans l'État, parce que ça devait être important pour l'État. Et donc, comment tu vois les retombées positives, neutres, dans ton opinion? Bon, cette visite, évidemment, était très importante parce que c'est la première fois qu'un président français visite la Nouvelle-Orléans depuis 1976. C'était au moment du bicentenaire de
de la fondation des États-Unis, où il y a eu une visite de Valéry Giscard d'Estaing à ce moment-là, et la visite de Macron a beaucoup souligné évidemment les relations historiques et contemporaines entre la France et la Louisiane. C'était au moment de son discours au musée d'art de la Nouvelle-Orléans, devant une foule de 200-300 personnes. Un discours d'ailleurs qui a été prononcé en français, ce qui, je pense, est passé par-dessus la tête de beaucoup de gens. C'était vraiment une déclaration, en fait, qu'il fasse son discours en langue française et non pas en anglais, comme il a fait à Washington, que de prononcer un discours en langue française en Louisiane devant un public de la Nouvelle-Orléans, un public louisianais, c'était quand même c'était quand même une reconnaissance du fait francophone qui existe ici, de la vitalité de la langue française, et que cette déclaration et que ce discours soit entendu, applaudi en français était très important. C'est là où il a annoncé évidemment le lancement de sa politique en bon français French for All, qui essaye de remuer un petit peu et de relancer l'intérêt pour l'enseignement du français, l'enseignement en français. Il met à disposition, le gouvernement français met à disposition des budgets pour aider à cette fin, et c'était très bien reçu. En ce qui concerne les traces de cette visite en Louisiane, reste vraiment à voir, parce que il y a évidemment au moment de ce genre de discours, au moment de ce genre de visite, un élan d'intérêt. 2-3 jours après, tout le monde retourne au bureau, tout le monde descend un petit peu de cet enthousiasme, et c'est après qu'il faut se mettre au travail, essayer de voir quelles sont les opportunités, comment en profiter, comment mettre en place des projets qui soient porteurs de fruits. Et ça me rappelle un peu l'arrivée du président de Gaulle au Québec. C'était cette visite de vivre le Québec libre. Bon, c'est pas assez fort comme ça, mais j'imagine que dans les annales de la Louisiane, ça va être une grande, ça va être historique, disons, que la visite, ça va être vu comme une grande point historique. Est-ce que tu crois que quand on prévoit dans une vingtaine, 30 ans, qu'on va voir, penser comme ça, si est-ce qu'on va voir des résultats à l'avenir qui vont faire réfléchir sur son arrivée ici? Ça dépend vraiment des politiques et des institutions louisianaises, en fait, parce que, oui, comme je disais, une telle visite peut, sur le moment, avoir un vrai impact, mais c'est l'après. Et ce dont je me rends de plus en plus compte, c'est que pour nous qui sommes vraiment acteurs à l'intérieur, oui, on voit cela comme une visite historique, on voit beaucoup de choses comme des événements historiques, mais comment est-ce que cela se traduit sur le terrain? C'est ça la question. Parce que nous qui avons participé évidemment activement à cette visite, au déroulé de la visite, parce que j'étais un peu à l'écart de la planification, mais j'étais quand même le jour de la visite impliqué avec les sénateurs qui l'accompagnaient. On est un peu parfois dans une bulle où nous on voit l'importance, mais notre défi reste toujours la transmission et la traduction en quelque sorte et l'interprétation de cela pour les gens qui n'y ont pas participé et pour les gens qui n'ont pas cela tellement à cœur comme nous, tu vois, parce que évidemment les gens sont dans leur vie de tous les jours, et pour nous un peu je vais dire comme ça, les gens qui bossent vraiment pour le français et le créole en Louisiane, il y a toujours un décalage
d'intérêt, un décalage de communication vis-à-vis de ces efforts, de ces projets. Et notre vrai défi reste de comment créer de l'enthousiasme autour de ces projets et de ces langues d'héritage. Oui, ce qui est intéressant aussi, parce que toujours dans les conversations avec les gens d'ici, il y a toujours un certain écart entre les différentes, disons, les acteurs de la francophonie. Et ça me fait réfléchir un peu sur le gumbo et même sur l'esprit louisianais. Et dans un sens que, d'abord, comme la Nouvelle-Orléans, c'est une ville vachement complexe et diverse. Et c'est pour ça que la naissance de musique comme jazz et big band et choses vient d'ici. Et j'imagine avec la francophonie, qu'est-ce qui peut être uniforme dans cet état? C'est-à-dire que, et donc on a tous ces différents acteurs qui font une certaine symphonie, peut-être sans savoir qu'ils jouent le même chanson. Et c'est comme à l'Internet, là, comme on a vu pendant la pandémie. Il y a des gens qui font leur enregistrement pour une chanson, pour une symphonie. Que d'accord, tu fais le violon, tu fais le saxo, et puis à la fin on voit que d'accord, j'ai pas vu ce qu'ils faisaient les autres. Et c'est ça ce que je vois de mon point de vue. Et Joseph, une autre chose importante, au moins à mes yeux, et c'est un honneur pour toi, c'est d'être nommé. Et il faut que tu me corriges le titre, le consul honoraire du Canada. Et d'abord, est-ce que j'ai dit ça bien? Et parle un petit peu de comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ça, c'est consul honoraire du Canada à la Nouvelle-Orléans. Moi, je dépends du consulat général du Canada qui est situé à Dallas, au Texas. Et là, ce consulat a un territoire immense. C'est le Texas, la Louisiane, l'Arkansas, l'Oklahoma et le Nouveau-Mexique. Donc comme ça, c'est simplement immense comme territoire. Et donc moi, je suis en quelque sorte les oreilles et les yeux pour le consulat canadien ici dans la région de la Nouvelle-Orléans. Je fais un peu de représentation, par exemple, quand il y a des événements culturels, je suis là pour représenter le Canada, pour avoir une présence entre guillemets canadienne. Et comment ça s'est fait? Tout simplement, je regardais sur LinkedIn et j'ai vu l'annonce pour le poste et j'ai candidaté et ma candidature a été retenue. C'était un processus assez long. Ça a pris à peu près 19 mois avant que le tout ne soit complètement tamponné et officialisé. Parce qu'il fallait que cela passe par le bureau du Premier ministre canadien et ensuite que cela passe par le département d'État états-unien pour être officialisé. Mais je suis très heureux et très honoré d'avoir ce poste et de pouvoir un peu représenter, pas représenter, mais un peu trouver des partenariats culturels, économiques entre le Canada et la Louisiane. Et est-ce qu'il y a combien d'autres consulats honoraires du Canada ici aux États-Unis? Ça, je ne sais pas. Je sais que pour la circonscription de Dallas, nous sommes deux. Il y a moi en Louisiane et il y en a un qui est basé à Austin, au Texas. Donc on n'est que deux pour tout ce grand territoire. Est-ce que tu vas aller au Canada? Est-ce qu'il y a comme une réunion annuelle ou quelque chose comme ça pour les gens comme toi? Ça se fait de temps en temps. Je ne sais pas quelles sont les prévisions pour cette année parce que le budget fiscal vient de se terminer le 31 mars. Donc comme tout, l'argent c'est le nerf de la guerre et on verra pour les déplacements et tout cela. Mais évidemment, je serais très ravi de faire une petite formation et de rencontrer les autres personnes sur le même poste ailleurs parce que
Je crois vraiment à l'idée de la connaissance institutionnelle. Je suis toujours prêt à apprendre des autres et voilà. Et encore une chose qui m'intéresse beaucoup, et je crois que c'est le point peut-être le plus important dans votre état, surtout sur la francophonie et pour bien garder votre héritage, les langues français louisianais, le créole, etc. C'est l'éducation. Et parle un petit peu de ton point de vue vis-à-vis de l'éducation. Quand on regarde, on fait un petit regard à l'arrière, quand tu étais plus jeune, tes enfants qui sont passés par le système, tu as vu des périodes, et je sais que ta fille parle bien français, ton fils n'a pas eu la même occasion, et ça c'est génération qui change, et les choix des gens. Et maintenant, comme 2024, comment tu vois la situation maintenant? Est-ce que tu es encouragé et comment tu vois dans les 10 ans, est-ce que ça va augmenter les opportunités ou pas? Bon, c'est difficile à dire. Dans une dernière conversation que j'ai eue avec toi, tu m'as vraiment encouragé parce que je suis, de manière générale, assez pragmatique et parfois même pessimiste vis-à-vis de toutes ces questions. Ce qui m'inquiète moi maintenant, c'est la disparition des programmes de français langue seconde dans les écoles publiques, parce que nos universités ne forment pas de profs de français. Pour les écoles d'immersion, oui, on a tout misé sur les écoles d'immersion depuis maintenant plus de 25 ans. Ça marche très bien. Mais les écoles d'immersion, c'est que l'école élémentaire. Et après la 8e année, quand les gamins quittent l'école d'immersion, s'il n'y a pas de renforcement du français avec des cours de FLE, par exemple, dans les écoles publiques, le français que ces enfants auront acquis va disparaître. Ils vont complètement décrocher parce que on n'a pas tous les différents écosystèmes en place pour maintenir une fois l'acquisition de la langue faite. Comment est-ce qu'on fait? Et ça, tu me connais assez bien pour savoir que je reviens toujours à la question de l'utilité et des applications sociales et professionnelles et économiques de la langue. Et bon, je souhaite pas évidemment mettre en concurrence le français et l'espagnol, mais à titre d'exemple, quand même, l'espagnol est une langue de consommation, et ce qui donne lieu évidemment à une perspective, à une pensée que l'espagnol est plus utile que le français. Et si on ne trouve pas le moyen de créer des opportunités économiques en français, ça sert à quoi d'avoir des cours de français dans les écoles? L'éducation en français, ça sert à quoi si par la suite il n'y a pas de débouché pour que la langue soit ancrée dans une perspective sociale et économique. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je parle français moi tous les jours. Je travaille en français. C'est la langue dans laquelle je gagne ma vie depuis 30 ans. Dans le tourisme, dans la culture, et si je réponds au téléphone en français, si je parle de politique en français, si je parle d'économie en français, c'est parce que il a fallu que je me place et que je me trouve personnellement des opportunités pour le faire. Ce n'était pas développé. Les cours de français économique n'existaient pas quand j'étais à la fac. La formation pour le tourisme en français, je suis complètement autodidacte. Je trouve toujours ces mêmes lacunes pour le français, et c'est ça ce qu'il faut vraiment développer et arrêter, je crois,
encore une fois, penser à la langue française comme juste liée à la musique cajun ou à la musique zariko ou au folklore du 19e siècle. Et c'est vrai qu'on a parlé de ça beaucoup et je vois un mouvement maintenant même internationalement au niveau de la francophonie et ils ont plus de colloques sur ça et aussi on voit que Claire-Marie Brisson elle a eu pas mal de médias dernièrement en parlant exactement de ça et je lui ai signalé j'ai signalé à elle et aussi au consulat général Sambou qui font de la France ici à Nouvelle-Orléans, que si on prend le cas de le sud de la Floride, c'est un commerce énorme là-bas et ça a ébloui quand on voit les directoires des commerces, les cliniques dentaires, médicales, toutes sortes. On peut même acheter les tickets pour voir les Panthers jouer au hockey en français, etc., etc. Et je crois que c'est un modèle qui est très fort et ce serait bien de voir ça appliqué plus et plus en Louisiane. Mais tu as tout à fait raison et toi, tu es peut-être la voix la plus prominente quand il s'agit de ça et je sais que tu te frustres parfois, comme moi je me frustre au Kentucky et choses, et, que ce soit avec l'Alliance française ou les activités, il y avait une combinaison que je suis allé à une de nos portes ouvertes où on servait du vin espagnol et tout le monde parlait qu'anglais là-dedans. Je dis, et vous voulez attirer... Excuse-moi de rigoler, mais je vois parfaitement le scénario. Et donc... Et donc, tu as tout à fait raison. Et je dois même signaler que depuis que j'ai fait la connaissance de Joseph, toutes nos correspondances sont toujours en français, toutes nos conversations qu'en français. C'est juste maintenant dans un peu quand tu fais la connaissance de ma femme que je vais t'écouter parler anglais. C'est vrai. Parce qu'elle est un peu forcée quand elle vient nous rejoindre. Mais Joseph, c'est vraiment un plaisir d'être parmi toi, avec toi ici à la Nouvelle-Orléans. On a passé un bon séjour de quelques jours ici. C'est génial. Et on a eu l'occasion d'aller à la plantation de l'or. On était là il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Mais la prochaine fois qu'on revient, heureusement, on a un vol direct ici, donc c'est assez facile de venir ici. Et puis on va chercher un moyen d'aller là-bas. Génial. Et vas-y. Mais si tu me permets, je souhaiterais revenir un petit peu sur ce que tu disais à propos de la docteure Claire-Marie Brisson. Ouais. Je l'admire tellement et elle a une plateforme, elle a une voix pour parler de ces choses qui nous tiennent tous à cœur. Et avec Claire-Marie, on a aussi eu plusieurs conversations là-dessus. Et c'est tellement rassurant et enthousiasmant de voir une femme de son calibre commencer à parler de la francophonie nord-américaine et de parler de la nécessité de créer des opportunités économiques pour les jeunes en langue française. Et comme tu disais aussi, il y a des efforts qui sont menés au Québec là-dessus. Il y a un forum économique de la langue française depuis 2-3 ans maintenant à Québec qui attire des francophones de partout sur la planète. Mais c'est vraiment business to business, des rencontres, des conférences. J'y étais il y a 2-3 ans maintenant et c'était formidable. Mais je pense que oui. Et pour la Floride, la différence avec la Floride, c'est que la Floride n'a pas vécu l'insécurité linguistique en français. La Floride n'a pas vécu l'assimilation imposée. Donc il y a quand même une ouverture où il n'y a pas un poids psychologique derrière le fait de parler français ou de lancer des entreprises en langue française. Ça, c'est ce qu'il faut que nous dépassions ici, que nous trouvions un moyen de sensibiliser. C'est tellement...
éducation et sensibilisation, non seulement dans le sens traditionnel de l'école, mais dans le sens aussi de annonce public, dans le sens d'éducation vis-à-vis de nos élus, vis-à-vis de nos décideurs politiques, de nos décideurs dans les différentes municipalités, des gens qui voient un potentiel social et économique pour le français, parce que c'est comme ça que tu rebondis sur l'éducation traditionnelle. Donc il faut inverser un petit peu le regard sur le français et créer des opportunités pour ensuite sensibiliser et faire changer les mentalités dans les administrations et aussi chez le public pour justement montrer que le français est une langue d'opportunité, c'est une langue d'échange, c'est une langue d'économie, c'est une langue dans laquelle on peut gagner sa vie, parce que j'en suis la preuve, il y en a d'autres aussi, et il faut juste que l'on continue à marteler et à porter cette bannière de la langue française comme une langue qui peut s'associer à tous les différents domaines et non seulement la littérature française. À propos de la littérature française, la littérature louisianaise, on a eu comme cette année, est-ce que tu étais au salon? Ouais. Et donc, j'ai remarqué que, grâce à ce livre que Zachary Richard est sorti, que j'aimerais bien voir, j'ai pas eu l'occasion d'obtenir une copie pour le moment, mais ça a ouvert la porte à Tante-Mère, les éditions de Tante-Mère, que j'ai lu déjà 5-6 livres. J'ai même acheté une autre copie d'Octavia à la librairie ici, dans le centre à Acadiana. Et donc, comment était cette expérience? Parce que vous étiez là pour le français autour de nous, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Non, mais j'étais là, en fait, j'étais dans la délégation louisianaise. Donc, au Salon du Livre de Montréal, la Louisiane a eu un énorme kiosque et on était pour la première fois, n'est-ce pas? Pour la première fois, oui. Et ça, c'était vraiment pour le lancement du livre de Zachary Richard. Et les éditions Tintamarre étaient là, évidemment, avec toutes leurs collections. Et on a réussi à faire découvrir au public montréalais, au public québécois, la littérature franco-louisianaise, la littérature du 19e siècle et la littérature aussi plutôt contemporaine, parce qu'il y a quand même des gens qui écrivent en langue française en Louisiane de nos jours. Aujourd'hui, c'est pas juste un truc du passé. Et ça, c'était vraiment intéressant de voir la réaction du public québécois, parce que bon, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Et oui, on était super contents d'être là. J'ai eu des discussions très animées et très intéressantes avec le public, parce que j'étais dans le kiosque pour présenter et aussi pour vendre justement ces livres. Et oui, cela aussi a donné une ouverture, une vitrine, si tu veux, sur la Louisiane sous d'autres aspects. Et oui, on espère pouvoir peut-être même cette année répéter l'exercice, pas avec une aussi grande présence, parce que bon, le kiosque qu'on avait était énorme et c'est très coûteux, évidemment. C'était comme vous étiez comme l'invité spécial. Oui. Mais de toute façon, spécial, oui. Mais ça, on ouvre une porte à beaucoup de francophones, surtout au Canada, et en espérant même au-delà du Canada. On va voir ce que ça va donner. Joseph, on peut parler de ça pendant même beaucoup plus de temps, mais on va faire ça encore à l'avenir. D'accord. Et donc, chaque fois qu'on a plaisir. l'occasion, et on a eu tant d'autres nouvelles, depuis la dernière fois qu'on a parlé. Tout à fait. Je te remercie. Merci de m'avoir invité. Je suis absolument ravi de te revoir ici à la Nouvelle-Orléans. Merci encore de m'avoir fait découvrir Louisville quand j'étais là il y a 2 ans, parce que bon, je savais pas à quoi m'attendre à Louisville et j'étais complètement ébloui par l'architecture, par la scène vibrante de la gastronomie. C'était vraiment incroyable. Donc merci beaucoup. Mais je m'excuse parce que quand
quand je ne savais pas que tu n'avais pas encore mangé depuis toute la journée. J'ai traîné Joseph pendant 2-3 heures, je ne sais pas. Et finalement, il dit, Jeff, il faut que je mange quelque chose. Je n'ai pas mangé toute la journée. Et donc, c'est vrai que j'avais un petit creux. J'ai fait ça officiellement maintenant pour que tout le monde sache que le pauvre Joseph. Il m'a fait mourir de faim dans sa voiture. Mais le problème, c'est que je peux faire ça pendant 10 heures de guide de touristes. Bon, Joseph, merci beaucoup. Merci, Jim. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.